Hey les boys, puis qu'aujourd'hui on a de la misère à se faire des passes, des shots, on va parler d'autres choses. C'est-à-dire de l'événement marquant, celui de la chute du mur de Berlin. Ah ben lui, je suis pas grave, puis j'ai coulé mon histoire de 4. Je suis moi, je vais te montrer des gars qui peuvent m'aider. Donc j'accueille ici Anthony Forêt et Olivier Gauthier, experts en sujet. Salut Anthony, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien. Peux-tu me parler un peu de ta profession? Ouais, ben moi, j'étais un chercheur mathématique à l'Université de Toronto depuis 4 ans. Oh, pas pire. Puis toi Olivier? Enseignant à l'Université de Chibougamau. Ah, merci depuis combien de temps? 10 ans. Un homme d'expérience. Donc, revenons un peu sur Terre. Merci tout d'abord à vous deux d'être ici ce soir. Débutons avec vous, Anthony. Selon les recherches que votre équipe a effectuées, quelles sont les principales causes de la mise en œuvre de ce mur qui, rappelons-le, séparait l'Allemagne en deux parties? Bon, ben c'est pas simple. Durant la nuit du 12 au 13 avril 1961, les soldats de l'Allemagne, soutenus par les Soviétiques ou l'URSS, reçoivent l'ordre de construire un mur afin de freiner des millions de personnes qui voyagent entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. C'est parti, parfait. Et quel était le but de celui-ci? Ben, tout d'abord, il faut se rappeler que l'Allemagne était divisée en 4 zones. D'accord, si je ne me trompe pas, il y avait les États-Unis qui contenaient une de ces zones. Oui, exactement. Il y avait les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne formaient Berlin-Ouest. Et du côté Est, c'était l'URSS. Parfait. Donc, ce qui est pour la construction du mur, ben, c'est fort simple. Pouvez-vous nous en expliquer davantage? Selon la zone d'occupation des citoyens allemands, diffère du tout au tout. En effet, du côté de la République fédérale allemande, contrôlée par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, l'économie va de bon train et est très prospère. Les services offerts sont plus hauts que demandés. Concernant la République démocratique allemande, qui est contrôlée par l'URSS, l'économie ne mène nulle part et les habitants quittent massivement vers l'ouest. Donc, si je comprends bien, les Soviétiques ont décidé de construire ce mur afin de freiner l'exode de millions de personnes qui, eux, migraient afin d'avoir de meilleures conditions de travail. Oui, on peut dire ça comme ça, la vague d'immigration qui quitte vers l'ouest ne faisait qu'amplifier la faillite économique et, de l'Allemagne, de l'Est, et était la source de la tension de la guerre froide. La fabrication du mur a donc coupé les liens entre le peuple de l'Est et de l'Ouest. Pour les Soviétiques, on voit le mur comme le mur de protection antifasciste. Et pour les Occidentaux, soutenus par John F. Kennedy, on le surnomme le mur de la honte. Plusieurs personnes ont souffert à cause de la mise sur pied de ce mur. Pouvez-vous nous en parler davantage? Oui, plusieurs familles ont été séparées, notamment grâce à cause que les parents travaillaient dans l'Ouest. Sur le site d'Ariel.Nouvellog, on a mentionné même qu'on pouvait y avoir des grands-mères qui saluaient leurs petits enfants de l'autre côté de la frontière. J'imagine bien ces images. Cela est très éprouvant pour ces familles, mais également pour toute population, que ce soit pour la perte d'amis, de collègues, etc. Oui, et même aujourd'hui, le monde en souffre. Exactement. J'ai pu voir tout à l'heure les résultats d'un sondage réalisé pour les demandeurs Super U, fait en juin 2011, où l'on mentionnait que pas moins de 83% de la population des Allemands de l'Est disaient qu'un mur invisible existe encore aujourd'hui entre l'Est et l'Ouest. On peut dire que ces gens vivaient sur deux planètes différentes. C'est quand même très étonnant. En effet, la population de l'Est voyait l'Ouest comme un paradis de consommation. Mais moi, je savais ce qui me choque le plus, c'est que pour les gens de l'Ouest, on est considérés comme des immigrants. Des immigrants. Alors que ces gens proviennent de la proximité, il va falloir que je reprenne mon emploi, excusez-moi. Pour vous, Olivier, pensez-vous que ce mur a une signification particulière? Ça fait aucun doute dans ma tête. Le mur de Berlin représente non seulement
la division d'Allemagne, mais aussi la division du monde au vent complet. C'était deux pôles qui se faisaient concurrence. D'un côté, tu avais l'Est, excusez-moi, qui était avec son communisme totalitaire, puis tu avais aussi le côté Ouest qui était avec son capitalisme démocratique. Le mur de Berlin représente non seulement la division du monde, mais aussi l'échec du communisme. Également, la chute du mur de Berlin ne signifie pas seulement la fin de ce cauchemar, mais le symbole de la séparation de l'Europe et la fin de la guerre froide. Parfait. Après la chute de ce mur, comment se sont passées les années suivantes? Tout d'abord, il y a eu une certaine euphorie, bien évidemment, grâce à la fin de tous ces nombreux drames, mais tout n'a pas été rose car l'Est s'est rendu compte que l'Allemagne ouest était beaucoup plus nantie et beaucoup plus arrogante. Donc ça a créé certaines tensions, mais ça n'a pas été à la guerre non plus. Mais encore? Tout d'abord, ensuite, l'Allemagne a dû se réunifier. Ça a duré environ 1 an ce processus-là. Puis, dans le fond, il fallait qu'ils rétablissent les frontières, mais ils ont finalement lu ce projet et ont décidé de garder celles qui étaient mises en place lors de la Seconde Guerre mondiale. Merci pour vos informations très pertinentes. Maintenant, passons à Anthony. Avez-vous d'autres précisions à apporter quant à la réunification de l'Allemagne? Oui, par la suite, il a été question de la fusion monétaire. La décision de chancelier Kohl d'offrir un taux très favorable à l'Allemagne de l'Est a coûté extrêmement cher. Ce montant aurait pu dépasser les 1000 milliards d'euros. Ça fait beaucoup d'argent. Donc, merci les gars pour ces commentaires. Maintenant, parlons un peu de l'implosion de l'ex-Union soviétique. Oui, c'est quelque chose que personne n'avait vu, c'est quelque chose une des importantes conséquences de cette chute de ce fameux mur de Berlin. Le poids de Gorbatchev était beaucoup moins important que ce qu'on pensait. On l'a rendu responsable de la perte de l'Allemagne et c'est ce qui l'a fait obligé de démissionner, moins d'un an après sa mise en candidature. L'économie soviétique était en mauvais état et exsangue. À cause de sa course à l'armement à laquelle les États-Unis l'avaient contraint. La chute du mur de Berlin a mis l'agenda de Gorbatchev sans dessus-dessous et ça l'a fait passer d'acteur à spectateur dans cette histoire. Bon, maintenant, une petite dernière pour vous, Olivier. Pensez-vous que le monde d'aujourd'hui est un héritage direct de la chute de ça? Pour ma part, je crois que oui, c'est une évidence car le monde est devenu multipolaire et nettement plus compliqué qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, on sait ce que serait devenu le monde si le mur ne s'était pas écroulé, mais reste que le monde aujourd'hui est nettement plus compliqué qu'il y a 50 ans en arrière. Donc, merci les gars pour votre présence plus qu'importante ce soir sur nos ondes et de votre précieux temps consacré pour la réalisation de cet épisode. Merci à toi. Merci à toi. Ah, puis je pense à ça, la construction du mur aujourd'hui au Québec, je pense que ça paraît pas mal plus qu'une mythe. Hein? Merci. Pour la fabrication du mur, c'est fort bien simple. Lors de la nuit du 12 au 13 août 1961, pas moins de 15 000 personnes de la sécurité de la RDA, la République démocratique allemande, seront utilisées afin de bloquer l'accès à Berlin-Ouest, que ce soit par les rues ou la voie ferrée. D'ailleurs, pendant cette nuit, pas moins de 155 km de barbelés seront utilisés afin d'entourer Berlin-Ouest et 43 km afin de séparer Berlin-Est de Berlin-Ouest. Lors de la même année, afin de solidifier le mur, on mettra en place de la brique qui sera surmontée de barbelés. Au fil des ans, on changerait la brique pour du béton armé. Et il faut d'ailleurs savoir qu'il ne s'agit pas seulement qu'un mur, mais plutôt que 2 murs, où dans le centre, on y instaurera 300 miradors qui seront guidés par 14 000 membres de la sécurité. Pas moins de 600 chiens également seront déployés afin de surveiller les lieux. Et le mur atteindra une hauteur de 3,6 mètres de haut. Donc, je vous souhaite une très bonne chance pour le traverser. Pour ce qui est de la chute du mur de Berlin, il faut se rappeler tout d'abord que le 4 novembre 1989,
entre 500 000 et 1 million de personnes provenant de Berlin-Est se réunissent pour proclamer plus de droits, plus de liberté. Le 9 novembre, le porte-parole du parti, Gunther Schabowski, annonce que les visas pour l'étranger seront désormais délivrés sans condition. La foule, qui ont été informés par les médias, s'éclate. À 23 heures, la population de l'Est se dirige massivement vers les points de passage du mur. Les polices non informées ne peuvent réagir. Sous la pression de la ville, sans violence, les portes du mur s'ouvrent. En moins de 24 heures, pas moins de 1 million de personnes ont traversé le mur, que ce soit pour aller à Berlin-Ouest ou à Berlin-Est. Yes! Saviez-vous que le mur de Berlin contenait 2 murs et non un seul? En effet, entre les 2 murs se situe une zone qui est appelée le Dead Zone. Et dans cette zone vivaient des lapins. En effet, en 2010, un documentaire nommé aux Oscars s'est inspiré de ces lapins qui vivaient dans le Dead Zone. Par ailleurs, faits éloquents, pas moins de 12 personnes seraient décédées la première année de la fabrication du mur suite à une tentative d'évasion, que ce soit de Berlin-Ouest à Berlin-Est. Si l'on pense aux 28 ans qui aura duré ce mur, ces chiffres s'élèvent à 136 personnes. Toutefois, 5000 personnes auront réussi à passer entre ces deux régions, notamment grâce à 40 tunnels souterrains qui ont été construits afin de passer d'une région à l'autre. Saviez-vous que le mur de Berlin contenait 2 murs et non un seul?